Le message de Trump est simple. Le Canada est un passager clandestin, et les États-Unis payent la facture. C'est l'accusation que le président Donald Trump a formulée au début de l'année 2025, accusant le Canada de compter trop sur la protection militaire américaine, tout en négligeant d'investir dans sa propre défense. Selon Trump, cela doit changer rapidement. Mais a-t-il raison ? Le Canada dépend-il vraiment des États-Unis pour sa sécurité, ou est-ce plus complexe que cela ? Et si le Canada est un profiteur militaire, qu'est-ce que cela signifie pour sa future relation avec les États-Unis ? Dans cette vidéo, nous allons analyser l'argument de Trump, vérifier les faits qui l'appuient, et déterminer si le Canada profite vraiment de la puissance militaire américaine, ou s'il contribue plus qu'il n'y paraît. Commençons par où tout a commencé. En juillet 2023, le conseil éditorial du Wall Street Journal a publié un article d'opinion dans lequel il accusait le Canada du même crime. L'article se moquait de la participation du Canada au sommet de l'OTAN 2023, suggérant que le pays aurait dû s'asseoir à la table des juniors en raison de son faible engagement en matière de dépenses militaires. Selon le Wall Street Journal, l'engagement du Canada de 1,38% de son produit intérieur brut pour la défense était insuffisant. Pire encore, l'appartenance du Canada au groupe des 7 nations a été remise en question, le Wall Street Journal notant qu'il est le plus bas dépensier militaire des 7. Le Canada bénéficie depuis longtemps de la protection gratuite de l'armée américaine pour l'Amérique du Nord, selon l'article, qui suggère que le pays a passé des décennies comme membre fondateur de l'OTAN et allié clé durant la Seconde Guerre mondiale. Mais si la souveraineté et la fierté nationale comptent, le Canada ne peut pas rester en marge en matière de défense. Le président Trump semble partager cet avis. Et bien qu'il ne soit pas prêt à envoyer l'armée américaine pour montrer au Canada ce que le soi-disant parasitisme réalise dans une guerre, il s'est engagé à utiliser la force économique pour faire voir à Ottawa son point de vue. Dès le début de sa présidence, Trump a menacé le Canada de droits de douane sur ses exportations. Début 25% sur les produits canadiens, prétextant des préoccupations liées à l'immigration illégale et au trafic de drogue. En bref, le Canada ne règle pas ses problèmes. Donc les États-Unis appliqueront des tarifs douaniers jusqu'à ce qu'ils le fassent. Le Canada a riposté avec 25%, touchant environ 106,6 milliards de dollars de produits américains. Le 4 février, Trump a suspendu les droits de douane américains pour 30 jours après que le Canada a assuré d'intensifier ses patrouilles frontalières pour gérer les problèmes d'immigration et de trafic. Cette pause est survenue après l'engagement du Canada à renforcer son contrôle frontalier, répondant ainsi à au moins une des préoccupations de Trump sur le pays. Le Canada déploiera 10 000 soldats à sa frontière avec les États-Unis pour combattre le trafic de fentanyl. Cependant, cela semble être un objectif étrange pour le Canada, alors que moins d'1% des 2045 kg de cette drogue illicite saisie aux États-Unis. Depuis septembre 2024 provenant du Canada, 98% de la drogue a été interceptée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans ce but, le Mexique a également déployé 10 000 soldats à sa frontière, une force probablement plus efficace que celle du Canada pour ralentir le flux de fentanyl. Cependant, Trump a vite salué l'approche canadienne dans un post où il annonçait la trêve tarifaire. Je suis très satisfait du résultat initial. Les tarifs annoncés samedi seront suspendus 30 jours pour tenter de structurer un accord économique final avec le Canada. Équité pour tous, a écrit Trump. Le Canada s'est engagé à former une force conjointe avec les États-Unis pour combattre le trafic de drogue, le crime organisé et le blanchiment d'argent, tout en acceptant de désigner les cartels mexicains, responsables d'une grande partie du trafic en Amérique du Nord comme groupe terroriste. Tout cela est bien beau. Cependant, aucune de ces actions ne semble résoudre le plus gros problème de Trump avec le Canada. Malgré les troupes supplémentaires à la frontière, Trump continue de qualifier le Canada de profiteur tirant avantage des États-Unis, militaire à la paix et à la prospérité. Donc la possibilité de la réimplémentation des tarifs existe toujours après la pause de 30 jours si le Canada ne fait rien pour résoudre les problèmes de dépenses de défense que Trump souligne. Mais le Canada a-t-il besoin de faire cela ? Cette question en soulève une autre. Le président Trump et le Wall Street Journal ont-ils raison de traiter le Canada de profiteur ? Pour répondre, il faut d'abord contextualiser les accusations de profiteur. Tout se résume à l'engagement d'investissement de défense de l'OTAN-GAL de 2014, ou engagement d'investissement de défense. Selon l'engagement d'investissement de défense, tous les membres de l'OTAN sont invités à viser à dépenser 2% de leur produit intérieur brut en défense. L'engagement de l'OTAN Vilnius de 2023 a suivi, renforçant l'engagement des 2%, et tentant d'obliger tous les membres de l'OTAN à le respecter, plutôt que de simplement le suggérer. Selon un article du Washington Post, en 2023, le Canada dépense seulement 1,38% de son produit intérieur brut en matière de défense, bien en dessous des directives.
Ce n'était pas beaucoup mieux dans la décennie avant 2023. Le pays n'a atteint ou dépassé la dépense du produit intérieur brut de 2023 qu'une seule autre année, atteignant 1,4% en 2021. Pour la plupart de la période entre 2012 et 2022, le Canada oscillait autour de la marque d'1,1% à 1,3% pour les dépenses du produit intérieur brut, bien qu'il ait réussi à tomber même en dessous de 1,01% en 2014 lorsqu'il a dépensé seulement 0,99% de son produit intérieur brut pour son armée. En comparaison avec les États-Unis, on comprend mieux d'où viennent les commentaires de Trump sur les passagers clandestins. Depuis la création de l'OTAN, les États-Unis ont toujours consacré plus de 2% de leur produit intérieur brut à la défense. 1953, qui était le sommet de la guerre de Corée, a vu augmenter les dépenses à 11,3% du produit intérieur brut. Nous avons observé des pics similaires lors d'autres conflits américains, comme la hausse à 4,5% des dépenses en 2010 lors du sommet des guerres en Irak et en Afghanistan. Même sans les guerres, les États-Unis ont dépensé plus de 6% de leur produit intérieur brut jusqu'aux années 70 et ont fluctué entre 3 et 5% depuis les années 90. Les données les plus récentes de 2023 montrent que les États-Unis ont dépensé 3,4% de leur produit intérieur brut en défense, soit 1,4% de plus que la recommandation de l'OTAN. Avec une hausse de 2,7% des dépenses de défense américaines prévues en 2024, les États-Unis dépasseront une nouvelle fois l'objectif de l'OTAN. Nous commençons à voir un modèle émerger. Depuis plus de 10 ans, le Canada n'a pas réussi à atteindre son engagement de dépenser au moins 2% de son produit intérieur brut en défense. Certaines années, il a dépensé moins de la moitié de cela. Les États-Unis, quant à eux, dépensent constamment plus du double de l'objectif du produit intérieur brut depuis les années 1950 et continuent presque à le doubler actuellement. La disparité est encore plus accentuée lorsque vous comparez les montants réels en dollars. La demande de l'Amérique pour son budget de la défense pour l'année 2024 était de 842 milliards. Cet argent servirait à soutenir les 1 300 000 membres de l'armée active et les achats d'équipements nécessaires pour maintenir la supériorité militaire des États-Unis. Les dépenses de défense du Canada sont minuscules en comparaison. Le bureau du directeur parlementaire du budget du Canada prévoit que le pays dépensera 39 milliards de dollars pour son armée en 2024, 2025 montant, qui atteindra 52,2 milliards d'ici 2029-2030. C'est moins de 5% de ce que les États-Unis dépensent pour leur défense. Et c'est encore pire. Ces chiffres sont en dollars canadiens. Convertis en dollars américains, ils atteignent respectivement 27,32 milliards et 36,57 milliards de dollars, révélant un écart encore plus important entre les dépenses des États-Unis et du Canada. Le Canada s'est engagé à réduire certaines dépenses de défense au nom de l'efficacité, en se concentrant sur le département de la défense nationale. Ce département prévoit de dépenser 810,4 millions de dollars canadiens, de moins en 2085, bien que le Canada puisse affirmer que cet argent économisé pourrait être investi en équipement. Cela confirme les propos de Trump. Le Canada dépense nettement moins que les États-Unis sur la défense, suggérant que le pays profite de la situation et compte sur l'aide américaine en cas d'attaque. Du côté positif pour le Canada, le pays essaie d'améliorer ses dépenses en termes de produit intérieur brut. En juillet 2024, le premier ministre canadien sortant Justin Trudeau a annoncé des plans pour augmenter les dépenses de défense du Canada à 2% de son produit intérieur brut d'ici 2032. Cela serait une raison supplémentaire d'inquiétude pour Trump. Attendre près d'une décennie pour que le Canada atteigne son objectif de dépenses de l'OTAN ne ferait que renforcer l'idée que le pays profite d'un voyage gratuit. Le ministre de la Défense du Canada, Bill Blair, conscient de cela, a déclaré aux médias le 24 janvier qu'atteindre 2% du produit intérieur brut en dépenses était réalisable en 2027, 5 ans plus tôt que l'objectif de Trudeau. Mon but est de le faire aussi rapidement que possible, et je suis de plus en plus confiant que nous le pourrons, a déclaré Blair à Canadian Broadcasting Corporation News. Ces affirmations surviennent juste après que Trump ait déclaré que le Canada devrait devenir le 51e État américain, ce qui n'est pas une coïncidence. Blair soutient que le Canada est non seulement en route vers les 2%, mais qu'il accélérera sa progression pour satisfaire les États-Unis. Mais il y a des problèmes avec les commentaires de Blair. En octobre 2024, le bureau du budget du Parlement a souligné que le plan initial de Trudeau d'atteindre 2% du produit intérieur brut en dépenses de défense d'ici 2032 rencontrerait des obstacles. Pour atteindre cet objectif d'ici là, le Canada devrait doubler son budget actuel alloué à la défense. Cela mettrait les dépenses du Canada directement en conflit avec les ancrages fiscaux établis par le Parlement en 2023 pour contrôler les dépenses, comme les coupes budgétaires proposées par le ministère de la Défense nationale mentionné précédemment.
Ces ancrages fiscaux sont conçus pour réduire le ratio dette produit intérieur brut du Canada, l'objectif étant que le pays maintienne ce ratio au seuil d'1% d'ici, à 2027. Les plans ont été mis en place, suite aux critiques envers le gouvernement Trudeau, pour son incapacité à contrôler les dépenses publiques en 2023, plaçant maintenant le Canada dans une position délicate. Les ancrages doivent être supprimés pour faciliter l'augmentation des dépenses de défense du Canada à 2% du produit intérieur brut, sinon ils rendent ces augmentations presque impossibles. Le directeur parlementaire du budget estime que le Canada n'atteindra pas les objectifs de Trudeau, et encore moins l'objectif accéléré de Blair. Il dit que la projection des dépenses de défense du Canada pour atteindre 1,76% du produit intérieur brut d'ici 2029-30 était irréaliste, le ratio réel étant probablement d'1,58% du produit intérieur brut. L'augmentation nécessite une escalade rapide des dépenses, selon le directeur parlementaire du budget qui ajoute que le gouvernement canadien n'a pas expliqué comment il augmentera les dépenses de défense avec les ancres fiscales en place. Le message semble être simple. Le Canada dit qu'il augmentera les dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut, mais pour l'instant, les chiffres ne suivent pas, ce qui ne fera qu'alimenter les accusations de parasitisme. Cependant, le Canada n'est pas le seul pays de l'OTAN à ne pas atteindre 2%. Il existe d'autres facteurs, suggérant que la situation des dépenses du pays n'est peut-être pas si grave. Si vous aviez dit cela avant le début de l'opération militaire spéciale du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, vous auriez peut-être eu raison. Mais cette guerre semble avoir réveillé de nombreux membres de l'OTAN quant à la nécessité de dépenser davantage pour la défense, faisant du Canada l'un des seuls pays qui n'atteignent pas l'objectif des 2%. Selon le Conseil de l'Atlantique, la guerre en Ukraine a entraîné une hausse de 18% des dépenses de défense des alliés de l'OTAN en Europe et au Canada jusqu'en juillet 2024. Ces augmentations ont conduit l'OTAN dans son ensemble à atteindre des dépenses de 2,60 et 11% du produit intérieur brut, lorsque chaque membre est pris en compte. Mais individuellement, le Canada est bien en deçà des dépenses du produit intérieur brut par rapport à la plupart des autres membres. En 2024, 23 des 32 membres de l'OTAN atteignent ou dépassent l'objectif de 2%. Cela place le Canada parmi les 9 pays qui ne dépensent pas autant que l'OTAN le recommande. Pour aggraver les choses, le Canada n'est même pas le plus grand dépensier de ces 9 pays, qui n'atteignent pas le seuil des 2%. L'Italie, la Croatie et le Portugal dépensent plus de leur produit intérieur brut, bien que toujours en deçà des attentes de l'OTAN. Seule la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et la Slovénie dépensent moins que le Canada sur le front du produit intérieur brut. Le Canada est donc largement dépassé par les États-Unis en termes de dépenses militaires. Le pays est parmi les 5 derniers de l'OTAN, en termes de dépenses liées au produit intérieur brut, donnant l'impression qu'il profite de la situation sans contribuer suffisamment. Et la situation devient de plus en plus délicate pour le Canada pour ne pas être qualifié de profiteur. Canadian Broadcasting Corporation News souligne également que les membres de l'OTAN sont censés consacrer au moins 20% de l'argent qu'ils consacrent à la défense à l'équipement militaire. Cette condition a été stipulée dans l'engagement de Vilnius de l'OTAN 2023 mentionné plus tôt, et le Canada ne la respecte pas. Pire encore, il était l'un des 2 seuls membres de l'OTAN à ne pas atteindre la marque de dépenses d'équipement de 20% en 2024 problématique, car environ la moitié de l'équipement militaire du pays est indisponible ou inutilisable. En d'autres termes, le Canada n'a pas seulement sous-investi pendant des décennies, mais son attitude a activement affaibli son armée sur le front de l'équipement. La situation est si mauvaise pour le Canada que l'ancien officiel de l'administration Trump, Elbridge Colby, dit que le Canada se moque de son statut de nation du groupe des 7, ou G7. Comment peut-il intégrer ce groupe alors qu'il ne remplit pas les exigences minimales pour un sommet du G7 ? Interroge Elbridge. Le signe le plus flagrant que le Canada profite des États-Unis pour sa défense est visible dans la comparaison entre les armées des 2 pays. Selon l'agrégateur militaire Global Firepower, les États-Unis comptent 1 328 000 personnels actifs dans son armée. Le Canada n'a que 68 000. Le Canada ne possède que 351 avions, comparé aux 13 043 de l'Amérique, et sa marine a 367 actifs en moins, soit seulement 73 navires. Une statistique choquante, considérant que le littoral du Canada, qui s'étend sur 150 et 1019 miles, est le plus long du monde. Peu importe où vous regardez, le Canada semble être à la traîne. 74 chars et 21 704 véhicules blindés, comparativement à 4 640 chars et 391 000 véhicules pour les États-Unis. Le Canada ne possède pas d'artillerie ni de lance-roquettes mobiles. Son armée est loin d'égaler celle des États-Unis. Bien sûr, on ne s'y attend pas. Le produit intérieur brut du Canada était de 2,89 trillions en 2023,
comparé à celui de l'Amérique, 27,72 trillions. Cela implique des dépenses militaires nettement réduites, même en atteignant les cibles de l'OTAN. Mais l'écart entre les deux pays est si grand que beaucoup, dont Trump, pourraient affirmer que le Canada ne pourrait pas se défendre sans les États-Unis en cas d'invasion. L'argument est incroyablement fort pour considérer le Canada comme un passager clandestin. Mais qu'en est-il de l'argument contre cette affirmation ? Ce n'est pas aussi convaincant que le Canada l'espérerait. Le Canada pourrait signaler que le but de 2% de l'OTAN est davantage une suggestion qu'une obligation, et mettre en avant son plan pluriannuel pour y parvenir. Les deux arguments sont faibles lorsqu'on considère le nombre de nations de l'OTAN atteignant 2% et les obstacles au plan du Canada pour y arriver. Un argument plus convaincant pour le Canada serait qu'il est l'un des membres les plus actifs de l'OTAN en termes de participation aux opérations de l'organisation. C'est l'argument avancé dans un article de juillet 2023 par Benjamin Zeiler pour l'Institut Centre des Affaires. Il affirme que le Canada, comme d'autres pays, se concentre peut-être plus sur le déploiement de troupes dans les opérations de l'OTAN que sur le montant investi dans l'organisation. Cette mesure comprend une analyse du résultat d'une opération et des contributions des États membres, ainsi que sa durabilité, par exemple dans une mission de maintien de la paix, selon Zeiler. Il cite l'exemple de la Bosnie. Le Canada a participé aux missions de l'OTAN dans ce pays pendant les années 1990, avec Zeiler soulignant la paix durable qui en a résulté, comme preuve que le Canada n'est pas un profiteur. Bien que sa part du produit intérieur brut consacrée à la défense soit inférieure à celle de la plupart des autres membres, il est plus actif dans les opérations atteignant les objectifs de l'OTAN, ce qui rend sa contribution supérieure à celle de nombreuses autres nations. Peut-être que Zeiler a un point. Le problème est que Trump, le Wall Street Journal et les autres accusant le Canada d'être un passager clandestin ne vont pas examiner en détail ces opérations. Et même s'ils le font, ils peuvent pointer une implication similaire des États-Unis, et comment ces opérations ne seraient pas du tout possibles sans les pays qui dépensent autant que l'OTAN recommande en équipement. Selon Zeiler, les États-Unis pensent globalement, avec un budget de défense principalement axé sur leurs intérêts, alors que les autres pays de l'OTAN raisonnent localement, souvent à l'échelle européenne. Mais encore une fois, cela n'aidera pas le Canada. Faisant partie de l'Amérique du Nord, les États-Unis peuvent soutenir qu'ils devraient être aussi préoccupés par la défense de ce continent qu'eux. Actuellement, cela ne semble pas être le cas, du moins pour Trump. Ces statistiques ne sont pas vraiment favorables au Canada. Peut-être que le Grand Nord blanc est vraiment un profiteur. Si c'est le cas, comment le Canada peut-il agir face à ce problème selon vous ? Le pays peut-il rapidement augmenter ses dépenses de défense à 2% de son produit intérieur brut ou les obstacles en place vont-ils l'en empêcher ? Trump continuera-t-il à utiliser des tarifs douaniers pour obtenir ce qu'il veut du Canada ? Partagez vos commentaires, et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir. Que se passerait-il si Trump utilisait la force pour prendre le contrôle du Canada ? Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.